Voyager avec ses enfants, c'est facile. Enrichissant. C'est adaptation. C'est du bonheur. Pas tous les jours. Essentiellement du bonheur, mais pas que du bonheur. Facile. C'est juste génial, on a passé une année extraordinaire. Profiter du temps qu'on n'aurait pas eu en temps normal, profiter du temps que du coup on a en famille et de découvrir le monde avec ses enfants à travers leurs yeux. Franchement, ça c'est juste merveilleux. C'est à la fois incroyable, super, magnifique, et puis c'est aussi fatigant, difficile. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va vous parler d'une vidéo qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va aborder le sujet du voyage en famille. Parce que je pense que les parents, vous allez comprendre ce qu'on veut dire par là. On a tous un oncle, une tante, une grand-mère, enfin quelqu'un qui nous a dit un jour... Profitez-en maintenant parce que après... Après, quand vous aurez des enfants... Et là, la phrase, elle se finit jamais. Donc, on ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est la potence, c'est le boulet accroché. Le boulet, ouais. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on nous fait bien comprendre que voyager avec des enfants, ce sera plus possible et c'est presque la vie s'arrête. Et ben nous, on veut vous parler de notre expérience et aussi des expériences de 4 autres familles voyageuses et youtubeuses et ou instagrammeuses. Exactement. Donc, on réunit tous nos expériences croisées pour vous parler de ça et visiblement nous y arrivons, donc la vie ne s'arrête pas quand on a des enfants. Générique. voyager avec ses enfants, une bonne ou une mauvaise idée? Dans cette vidéo, nous réunissons les témoignages de 5 familles voyageuses ayant parcouru le monde avec différents moyens de locomotion pour tenter de répondre aux questions que vous vous posez. En réalité, c'est comment de voyager en famille? Ça change la façon de barouder? Est-on limité ou au contraire nos bambins peuvent nous surprendre? Y a-t-il des indispensables à prévoir? Et l'école dans tout ça? Est-ce que nous aussi nous avions des craintes avant le premier voyage? Bref, nous partageons avec vous nos expériences et nos conseils en toute franchise. Bienvenue dans l'aventure en famille avec un grand A. Présentation des familles voyageuses. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, on va quand même se représenter rapidement. Alors nous sommes les Nesta autour du monde. Nesta, c'est l'acronyme de nos 5 prénoms. Donc Nathéo, 8 ans. Et Noah, 9 ans et demi. Saona, 12 ans. Thomas, 41 ans. Et Alison, 38 ans. Alors après avoir voyagé un peu comme tout le monde, uniquement pendant nos congés annuels, en 2018, on a décidé de tout plaquer. On a quitté notre job, on a vendu notre maison et on est parti à l'aventure. Voilà, on est parti pour faire un tour du monde avec un camion aménagé 4x4. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que cette vie de famille sur les routes nous rendait heureux. On était complètement épanouis. Et on a décidé de prolonger cette aventure, de rester nomades sur les routes du monde. Alors bien sûr, la situation sanitaire actuelle nous a un peu contraints à rentrer en France. Et on en a profité pour établir un projet qui nous permettra de repartir, on espère, au plus vite. Et ce qui nous plaît en étant nomades, c'est tout simplement de prendre le temps de profiter de la vie en famille. Et bien sûr de partager tout ça avec vous. Évidemment. Et les pays qu'on a visités en famille sont le Maroc, la Thaïlande, la Laponie finlandaise, le Cambodge, le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Belize, les Bahamas, la Jamaïque, les îles Caïmans, la Colombie. Salut à tous. Salut à tous. Bonjour tout le monde. Alors nous c'est... Rose, Martin, Clem, Edwin et Raphaël, le bébé. Voilà. Et alors, quand on est parti, j'avais 5 ans. Moi, j'avais 3 ans. Alors on est parti faire un tour d'Amérique du Sud avec un 4x4 aménagé. C'était un véhicule Land Rover Defender sur lequel nous avions mis une tente de toit. Et on a traversé avec ce 4x4 plusieurs pays, l'Argentine. Et là on est remonté après par le Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. Et Galapagos. Et les Galapagos aussi. Ça c'était pendant un voyage long cours. Mais avant ça, on a voyagé un petit peu en famille. Donc on a voyagé... Le premier voyage des enfants c'était la Martinique. D'ailleurs on le conseille vraiment parce que c'est super facile. Ouais. Vraiment top. Donc voilà, ça c'était notre première destination en famille lorsque Rose avait 6 mois. Ensuite on est parti 2 fois en Thaïlande, l'Ouest américain, l'Ouest canadien.
Et puis on a fait plusieurs pays en Europe. Italie, Les Pays-Bas. Espagne, Pays-Bas, la Suisse. Bonjour les gens! Alors nous sommes une famille nomade qui voyageons depuis 3 ans sur les routes d'Europe et du monde dans notre fidèle camping-car. Tadam! Ouais. Et donc il y a Bastien, le papa, qui approche la quarantaine. Ouais, pas encore. Et Audrey, la maman, qui a la quarantaine. Et puis nos 2 enfants, Daphné, qui a bientôt 10 ans la semaine prochaine, et Liam, qui aura 8 ans à la fin de l'année. Depuis 2017, nous avons parcouru beaucoup de pays, essentiellement en Europe. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, les Balkans, la Grèce, la Sicile, La Belgique, le Liechtenstein, la Suisse, et nous avons et l'Autriche. et l'Autriche. On en oublie, hein. Et on a fait une petite excursion au Canada, mais en avion pour aller voir des amis. On a quand même loué un van sur place. Et là, depuis 6 mois. On est en Tunisie et le jour où on vous tourne cette vidéo, c'est notre dernier jour. On part demain avec le bateau pour revenir vers l'Europe. Voilà. Alors nous sommes les Chaloumard 360 et donc nous sommes une famille de 4 personnes. Richard, ici. Moi je m'appelle Adeline, donc Richard a 45 ans depuis peu et moi 44 ans depuis peu aussi. Et on a donc 2 enfants, Louise et Martin. Louise qui a eu 10 ans en mars et donc qui a fait son tour du monde où elle avait 9 ans. Et Martin qui a fait son tour du monde à 6 ans et qui vient d'avoir 7 ans au mois de mai. Alors pour nous, le voyage, ça a toujours été l'école de la vie. On les a promenés déjà dans pas mal de pays. On a eu ce plaisir. Si on doit tous les énumérer, alors en commençant par les pays quand ils étaient le plus petits, ça a été la Colombie. La Colombie en premier avec Louise. La Colombie, on a fait le Costa Rica. Voilà, Martin était vraiment tout petit. Ouais. Et La Thaïlande. Quelques jours à Dubaï, la Guadeloupe. Et on a fait quelques pays d'Europe avec eux. Ouais. Et voilà, et pour notre tour du monde, on a fait donc les Galapagos, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, île de Pâques, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie, Myanmar, donc anciennement la Birmanie, le Cambodge. On est repassé une semaine à peu près en Thaïlande pour une question de vol. Et après les Philippines, en Afrique du Sud. Alors donc on a surtout voyagé en sac à dos pendant notre tour du monde. Alors c'est vrai que ça a été, on a fait ce choix là au départ parce qu'on voulait essayer de faire les 5 continents et du coup c'était la seule possibilité qu'on avait. On avait pris des billets tour du monde, on avait donc pris nos sacs et avec des enfants de 6 et 9 ans, on s'était dit que ça se fait bien et on l'a absolument pas regretté. On a adoré ce mode de voyage. C'est certainement la façon la plus libre de voyager. Alors effectivement, il faut un petit peu de conditions physiques quand même, parce qu'il faut se les promener, ces bagages. Voilà, et puis c'est aussi les transports, les bus de nuit, les transports pas toujours faciles, c'est vrai, mais on a aussi aimé la liberté qu'on a eue. On réservait tout au dernier moment, tous nos logements, on les réservait limite le matin pour le soir, pour garder justement cette liberté de voyage. Salut, c'est Fred, les petits voyageurs. Et bien écoutez, je suis super content, Nesta, de participer à votre interview sur les différents modes de voyage en famille. Qui on est pour vous expliquer un peu comment on est venu au voyage au long cours. Eh bien, quand on était jeunes mariés avec Alice, on a commencé à faire des voyages de plus en plus aventures, tous les deux. Et puis on s'est dit, quand on a eu notre premier enfant, que en fait, c'était pas une contrainte du tout de voyager avec les enfants. Donc on est parti avec Esteban quand il avait 6 mois. Je me rappelle, tout le monde disait, mais vous n'allez pas partir comme ça en Indonésie avec un enfant de 6 mois, c'est pas raisonnable, laissez-le nous, vous partez. Alors c'était pour les vacances. Hein. Mais du coup, on est parti, puis on a trouvé ça tellement incroyable qu'on a continué. Et quand Alice était enceinte de Ruben, on est parti en Thaïlande, on a exploré la Thaïlande. Et puis on a vraiment craqué sur le voyage. Et en 2015, on a changé de vie et on est parti faire un tour du monde d'1 an et demi, du Brésil. En transport en commun jusqu'au sud de la Patagonie, on remontait tous les pays, Chili, Équateur, Colombie, jusqu'au Costa Rica. Et du Costa Rica, on est rentré en France et reparti sur le Sri Lanka,
l'Inde, la Birmanie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Puis ensuite, on est rentré, on a construit Monster, on est parti de France, Italie, l'Autriche, Slovénie, tous ces pays, Albanie, Bosnie-Herzégovine, tous ces pays jusque la Grèce. Et puis ensuite, on est parti cet hiver, donc Vietnam, Laos, Cambodge, et on a fini en Thaïlande. Donc voilà, pour vous expliquer un peu les différents voyages que l'on a fait. Est-ce que le fait de voyager avec vos enfants change votre façon de barouder par rapport à quand vous n'étiez que deux? J'aurais envie de répondre oui et non. Alors non, par exemple, pour notre façon réellement de voyager, quand on partait en vacances, on prenait toujours des vols secs. Alors prendre un vol sec, c'est vraiment prendre juste le billet d'avion qui nous emmène à destination. Et en fait, on arrivait sur place sans rien avoir. On n'avait même pas le premier hôtel de réservé. On avait un itinéraire global de ce qu'on voulait voir absolument. Voilà, et qu'on adaptait. Et on voyageait comme ça, uniquement avec nos sacs à dos. Et par exemple, on a eu un enfant, 2, puis 3. On voyageait avec nos 3 loulous de la même manière. On a continué de prendre les vols secs. Et ça nous a jamais posé aucun souci. Donc ça, par exemple, ça n'a jamais changé. Et au contraire, ça a même été plus facile dans certaines situations. Beaucoup plus facile. Je dirais que dans les pays d'Asie du Sud-Est qu'on a pu visiter, comme la Thaïlande et le Cambodge. Mais même au Maroc. Ça nous a permis d'être même surclassés dans certaines chambres d'hôtel ou quoi, qu'on a pu visiter. Donc, parce qu'à chaque fois, les gens font très attention à nous parce qu'on a des enfants en bas âge. Alors ils nous donnent telle chambre en nous disant vous aurez moins de nuisances sonores par exemple, ou le lit est plus grand, vous serez plus confortable dans telle chambre. C'est pareil avec les locaux. Les enfants en Asie, mais nous ils venaient toucher nos petites têtes blondes et ils leur donnaient sans cesse à manger, etc. Donc, non, c'est même un avantage en fait d'avoir des enfants en voyage. Voilà, donc là ça n'a absolument rien changé. Par contre, oui, il y a d'autres cas de figure où ça change un tout petit peu. Je m'explique. Je pense que parfois, il faut savoir adapter les activités qu'on va faire. Alors, on n'a pas changé nos activités. On fait les mêmes randonnées qu'on faisait avant. Sauf que ça va être par exemple beaucoup plus long. Nos enfants, depuis qu'ils sont tout petits, adorent nettoyer leur bâton de marche dès qu'on trouve un petit cours d'eau. Alors, bien évidemment, à chaque cours d'eau, hop, ils prennent les bouts de bâton, ils les nettoient, ils jouent dans cette petite rivière ou ce petit cours d'eau. Ce qu'ils aiment aussi, c'est jeter des petits bâtons, des feuilles pour les voir justement circuler sur ce cours d'eau. Voilà, donc on prend peut-être plus de temps. Voilà, en fait, ce qu'on a dû adapter, c'est on fait les mêmes randos, mais on doit prévoir beaucoup plus de temps parce que toutes ces petites pauses rallonge le temps de la randonnée, mais en soi ça ne nous empêche pas de les faire, c'est juste à nous de nous adapter et d'être patients, et je pense que voilà, ça c'est important. Et de rendre ces activités plus ludiques en fait pour les enfants. Il faut que ça plaise à tout le monde en fait. Et je dirais aussi, c'est un peu dans le même genre, mais par exemple pour des voyages au long cours, mais c'est valable également pour des simples vacances. Je crois qu'il faut prévoir un itinéraire un tout petit peu plus allégé. Il faut se prévoir parfois des journées off. On avait fait cette terrible erreur sur notre voyage au Cambodge. Ouais. On avait 15 jours, du coup on voulait tout voir, on a fait tout le pays. Donc on bougeait absolument tous les jours avec des distances assez grandes. C'était fatigant pour eux, c'était fatigant pour nous et on n'a pas assez profité. Voilà, on était parti sur un rythme vraiment intense, comme si on n'était que deux à voyager. Ouais, mais alors je suis même pas complètement d'accord avec ça finalement parce que c'était trop lourd pour les enfants, mais finalement pour nous aussi. Mais pour nous aussi. Donc je pense qu'il est important de s'accorder des journées off. Et peut-être qu'en voyageant avec des enfants, il faut s'en accorder un petit peu plus. Mais quand je parle de journées off, par exemple sur notre voyage au long cours, il y a des jours où on bougeait pas. Parce qu'on était juste posé à un endroit et on n'allait faire aucune visite, mais les enfants avaient le temps de jouer, juste comme si, dans notre jardin, parce que notre jardin est partout dans le monde, avaient le temps de jouer dans notre jardin avec des voitures, se faire un circuit de voitures, et c'était bien pour les enfants. Mais au final, nous aussi, on appréciait énormément ces journées off. Ça nous permet de profiter de la vie tout simplement et c'est ce qu'on est venu chercher. Donc je dirais qu'on le fait plus quand on a des enfants par rapport à quand on voyage qu'entre adultes, mais en fait c'est aussi un bon point. Ça permet de profiter plus. Donc voilà un peu notre ressenti personnel par rapport à ça. Donc des petites adaptations à prévoir, mais dans le fond, ça change pas la façon de barouder. Façon de voyager. Ouais. Non, carrément.
Alors pour moi, voyager avec nos enfants peut changer notre façon de barouder, dans le sens où quand on n'était que tous les deux, on privilégiait surtout les voyages plongés. Et c'est vrai que c'est plus difficile de plonger quand on a des jeunes enfants, ou sinon il faut plonger à tour de rôle. Ouais, Ou... parce qu'on a beaucoup parlé des voyages qu'on a fait avec eux, mais effectivement, avant eux, on a également passionné de voyage, on a fait beaucoup de voyages, et oui, quasiment à 100% liés à la plongée qu'on pratique tous les deux. Et donc forcément, on est dans un mode souvent assez baroud. C'est la seule chose qu'on fait maintenant un peu différemment. Bon, Louise a fait son premier baptême pendant le tour du monde. On les convertit quand même. Voilà, elle a fait son baptême de plongée, donc on espère bien pouvoir l'emmener. Bon, ils sont très à l'aise tous les deux dans l'eau, donc on espère pouvoir vite les emmener aussi avec nous dans d'autres aventures. Mais après, aquatiques. je dirais que moi, dans les choses qui peuvent quand même changer, c'est que quand ils étaient vraiment petits, on regardait quand même le côté sanitaire du pays, un peu. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a décidé de partir au Costa Rica, on s'est dit, bon, voilà, à la fois, il y a le côté un peu aventure, les animaux, la faune, la flore, mais c'est un pays qui ne craint pas au niveau sanitaire. Bon, les Antilles, n'en parlons pas, c'est hyper, voilà, on a l'impression que c'est dépaysant au niveau du paysage, mais par contre, il y a toute la sécurité médicale. Ouais. Mais après voyager avec eux, on fait plus attention du coup, mais on fait plus attention à nous, et même en Bolivie, on sait que on peut facilement se risquer à quelques problèmes gastriques. Là, le fait de nettoyer quand même peut-être plus que ce qu'on l'aurait fait que si on était tous les deux. Personne n'a été malade. Et ça aide quand même bien à passer. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, en fait, dans notre voyage, personne n'a été malade. Avant l'Asie, on est parti en juin. Et mi-juin, et on est arrivé en Asie début janvier, donc les 6 premiers mois sans problème. Bon, l'Asie ça a été un petit peu plus compliqué parce que intoxication alimentaire et puis aussi l'eau, aussi quand il se baignait, et que Martin il a encore un âge où quand il se baigne il boit des tasses, et du coup voilà, l'eau un peu sale fait que le soir voilà, ça se passait pas toujours très bien, mais on n'a rien eu de grave. Donc franchement là-dessus on n'a pas tant changé notre façon de voyager, je pense, par rapport aux enfants. On essaie de les impliquer vraiment dans le voyage. On a beau être assez baroud, on s'est jamais trop risqué à certains étals de viande. Après on fait quand même attention de ce point de vue, nourriture. Donc ça on l'applique avec eux, tout pareil quoi. Voilà. Alors oui, forcément, c'est différent. On était déjà partis tous les deux, il y a plus de 10 ans maintenant, faire un road trip en Amérique du Nord, en Amérique centrale pendant 1 an. Et c'est vrai que sans enfants, on est un peu plus libre et un peu moins soucieux, on va dire. Oui, on est plus souple sur les horaires, parce qu'on peut faire plus facilement la fête aussi, puisque là, il faut quand même qu'on s'occupe de nos enfants. Mais sinon, ça change pas tant que ça. Non, après c'est comme quand on a des enfants en appartement ou en maison, et quand on n'en a pas, nos potes appellent, on peut venir tout de suite, faut pas appeler une nounou. Voilà, on n'a pas du tout de nounou, donc ça, par rapport à un sédentaire, ça change un peu. Mais des fois, quand on rencontre d'autres familles, il est possible de leur laisser un peu et qu'on puisse s'évader. Donc, alors forcément, oui, ça change. On voyageait déjà très lentement avec notre véhicule la première fois, et on continue dans cette idée de slow travel. Et au niveau des découvertes, on fait de la randonnée avec eux, ils se sont bien adaptés, ils marchent plutôt bien. Donc non, ça change pas notre manière. Peut-être qu'on insiste un peu plus sur l'aspect culturel de certaines visites, puisque on en profite pour leur expliquer plein de choses. Mais je crois qu'il y a une question sur l'école, donc on va y revenir. Ça change beaucoup de choses parce qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, s'adapter à leur rythme. On ne peut pas faire des choses, par exemple, on ne peut pas partir faire un safari pendant 3 jours parce qu'ils n'auront pas la patience. Non mais c'est vrai, on ne peut pas partir sur un bateau pendant trop longtemps parce que pareil, il y a des familles qui voyagent sur des bateaux. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines activités qui n'ont pas accès aux jeunes enfants. Il faut juste le faire plus tranquillement, plus lentement en fait. Je pense que tu te trompes un peu dans ce que tu dis. C'est le rythme un petit peu qui peut être difficile à trouver avec des jeunes enfants. Oui, c'est le rythme. Mais voilà, on s'adapte, ils s'adaptent à tout.
sont assez flex. Donc ce qui change, c'est que on était beaucoup plus à l'arrache, nous en fait. Nous, on faisait tout au dernier moment, on partait avec notre voiture, un matelas dans la voiture, on était très... On savait même pas où on allait, mais on y allait quoi. Et même pour la petite anecdote, un jour on est allé à l'océan, mais on est passé par Barcelone pour y aller quand même. Ouais, tellement on savait pas où on allait. Donc tout ça pour vous dire que on est quand même un peu moins à l'arrache entre guillemets qu'avant. On a une meilleure organisation. Ouais, on est obligé de s'organiser un minimum, même si nous ça reste quand même assez freestyle, on sait jamais trop. On a gardé ce petit côté un peu plus organisé. À l'arrache avec le 4x4 en fait, c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait partir à l'aventure, c'est pour ça qu'on a choisi ce véhicule-là, parce que c'était celui qui nous offrait le moins de confort et le plus de liberté, de pouvoir bouger, faire un petit peu ce qu'on voulait quand on voulait. Donc on a un petit peu conservé ça avec le 4x4 justement. En fait après, il y a aussi des choses qui changent mais qui ne changent pas. Par exemple avec les enfants, moi je trouve qu'ils sont quand même assez flexibles, ils s'adaptent à tout. Si nous on est assez relax et serein, de leur côté aussi, c'est pareil. Donc on peut faire beaucoup de choses avec des enfants. Moi je dirais aussi qu'ils sont vraiment comme des éponges. Si nous on est heureux, si on est relax, si nous on est bien, mais quelque part ils vont l'être aussi quoi. Même s'ils ont quand même des sautes d'humeur parfois, hein. Je dirais pas qu'ils sont parfaits. Hein. Mais ils sont quand même résistants, ils résistent à l'altitude, ils résistent à la chaleur, au froid. Donc, Et au rando ouais. Petite. Je vais répondre oui et non. Alors c'est chiant ces réponses oui et non, mais je vais répondre oui et non parce que oui, ça change beaucoup de choses. Mais à la fois on peut tout faire, en tout cas beaucoup de choses avec les enfants. Ça change quoi? Et bien souvent on nous dit ah c'est génial, voyager avec les enfants, ça vous ouvre des portes. C'est vrai que ça ouvre énormément de portes. Ça nous permet d'aller dans des communautés, d'aller chez des gens, d'être invités. Donc ça c'est vraiment super, on l'a expérimenté. Donc ça c'est un côté vraiment génial. Par contre, pour les enfants en bas âge, ce qui est compliqué, c'est quand vous êtes invité dans ces communautés, invité dans des familles, chez des gens, et ben c'est difficile en fait d'être à 100% avec les gens. C'est difficile d'honorer cette invitation parce que votre enfant est soit fatigué, soit va s'endormir, soit ne va peut-être pas manger la nourriture qui lui est proposée, soit va s'ennuyer parce qu'il ne parle pas la langue ou il ne parle pas anglais, donc du coup il n'arrive pas à intervenir dans la conversation. Donc c'est super avec les enfants, ça ouvre des portes, mais ça enferme aussi dans le partage avec des locaux parce que c'est jamais très évident effectivement de s'occuper de ses enfants et en même temps d'avoir les locaux et d'être à 100% avec eux. Ah tiens, une anecdote, on était en Australie et puis j'avais tellement envie de parler aux aborigènes, tellement envie d'intégrer un groupe et de voir un peu comment ils vivaient, que pendant qu'Esteban faisait du vélo sur un petit parcours de vélo dans un parc, les aborigènes étaient posés dans le parc et tranquillement je me suis approché pour essayer de faire discuter puis en faire des images éventuellement. Et je me rappelle Esteban qui est venu me voir en pleurant en disant « Papa, ils me font peur, on s'en va » et j'étais tellement content d'avoir fait cette approche que j'ai pas pu aller plus loin. Donc ouais, c'est super, ça ouvre des portes, mais ça peut aussi être pas un handicap, mais une contrainte en tout cas. Quelles sont les deux choses les plus incroyables que vous ayez faites avec vos enfants? Ouais, il y a deux choses où ils nous ont littéralement bluffés. Je pense notamment au trek de la Cité perdue. Donc c'est un trek en pleine jungle pendant 5 jours. On se lève à 5 h du matin. Enfin, il y a un taux d'humidité au-dessus de 90%. Enfin, c'est quelque chose d'assez physique, même pour les adultes. C'est exigeant, ouais. C'est très exigeant. Et en fait, ils nous ont impressionnés. C'était un truc de fou. Ils n'ont jamais eu aucun problème sur ce trek. Ils se levaient le matin, l'avantage d'être jeune, ils repartaient, pas de courbature. Et nous, à 5 h du matin, on se réveillait le matin. Hein. Nous, on se réveillait le matin, on repartait. Au début, c'était aïe, ouïe, aïe, aïe, aïe. On avait mal partout. Et eux, aucun problème. Ils étaient devant avec le guide et à aucun moment, ils ont traîné. En fait, c'était... C'est nous qui étions derrière, en fait. C'était nous qui étions derrière. Alors, pour notre décharge... Oui, on portait les affaires pour nous 5 dans nos sacs à dos. Voilà, c'était forcément à cause de ça qu'on avait du mal. Oui. Donc, aucun problème pour les enfants sur ce trek. Et la deuxième chose, c'est également un gros effort physique qu'on a dû fournir sur 2 jours seulement, mais l'ascension d'un volcan éteint pour aller observer son voisin en éruption, le volcan El Fuego au Guatemala. Là, c'était pareil en fait. Une ascension qui dure que quelques heures, mais par contre sur un sol volcanique, donc extrêmement meuble. Très friable, ouais. Voilà, vous faites un pas en avant et puis en fait à chaque fois vous reculez de 20 cm. Ouais, faites un demi-pas à chaque fois en fait. En plus on a un petit peu joué de malchance parce qu'on a fait 2 fois cette ascension, car la première fois on a essuyé une tempête, mais les enfants sont restés super courageux, on était sous la pluie, il faisait froid et aucun problème. Et le soir,
On a donc essuyé une tempête, comme je le disais. Le camp de base a été dévasté. La tente s'est écroulée sur nous parce qu'elle était cassée en pleine nuit. Eh ben les enfants, pas de problème. Pendant ce temps-là, eux, ils dormaient. J'étais comme ça, en train de tenir la tente toute mouillée sur mon dos. Eux, ils pionçaient. Pendant que je réparais ça avec les guides dehors. Enfin. Et eux, ils dormaient. Donc, ils n'ont eu absolument aucun problème sur cette ascension. D'ailleurs, quand on leur a dit, on le refait une deuxième fois parce qu'on n'a pas vu le volcan la première fois, cracher sa lave, etc. Et ben, pour eux, pas de problème. Ouais, ok. C'était plutôt toi qui avais du mal à l'idée de le refaire. Ça va pas, non? Parce que c'était mon idée à la base. Ouais, mais on a bien fait de le refaire. Les enfants nous ont le plus surpris, c'est sûrement lors des randonnées. Particulièrement celle en Irlande, où on a marché pendant plus de 7 ou 8 heures dans des conditions dantesques, on va dire, entre le brouillard, la pluie, le vent. Et bien sûr, ils se sont plaints, mais ils ont toujours avancé. Et à la fin de la journée, ils ont dit que la journée était merveilleuse. Ils s'en souviendraient toute leur vie. Ils avaient 6 et 8 ans. Et on a fait plus de 15 km dans ces conditions, avec en plus du dénivelé. Et vraiment, ils ont apprécié. Ben ouais, c'est le dépassement. Et je pense que même nous, moi, franchement, je n'en pouvais plus. Et le fait de devoir les motiver à avancer, ça nous a aussi bien motivés à continuer. C'était une expérience. Maintenant, quand ils rallouillent, on leur dit hey, tu te rappelles 7 heures? Ils font ah oui, donc je peux le faire. Après, c'est peut-être pas une fois, mais c'est de se rendre compte que depuis 3 ans, ils s'ouvrent beaucoup plus aux autres. Au tout début du voyage, ils osaient à peine aller vers d'autres enfants parce qu'eux, ils parlaient pas la même langue. On était en Italie. Et aujourd'hui, de voir leur capacité à aller vers les autres, que ce soit des enfants ou des adultes, et de dépasser cette barrière de la langue, de la culture, pour aller s'intéresser aux autres, c'est pas forcément une expérience, mais c'est l'ensemble de ces 3 années de vie qui font qu'aujourd'hui, moi, ça m'épate de voir leur capacité à aller vers l'autre. Il y en a pas mal déjà quand même, mais alors, ils nous ont épatés. Alors, ça va tourner autour de leur endurance parce que effectivement, voyager avec des enfants, quand on dit que c'est facile, il faut des fois un petit peu de motivation, mais c'est valable pour nous aussi. Ouais, alors moi, je dirais pour moi, Martin et Louise m'ont vraiment étonné sur leur capacité à marcher en altitude. Ça a été vraiment sport, la partie Amérique du Sud. Ouais, ça a été la partie la plus physique, on va dire, pour nous tous. D'ailleurs, on a tous fondu. Bon, on les a repris après, par contre. Mais ouais, pendant 3 mois et demi, c'était entre 4 et 5200 mètres d'altitude. Ouais. Avec des belles randonnées. Et le souvenir que j'ai, et là, le truc le plus fou, c'est que il devait y avoir un seul blond qui courait encore à 5200 mètres d'altitude, c'était Martin. Là, il nous a tous espantés. Il parlait toujours autant. Mais il parlait toujours autant. Ouais. C'est évident. Et Louise qui a assuré aussi. Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses quand même. Moi, je dirais que c'est aussi le cheval, parce qu'on a fait beaucoup de cheval. Loulou, elle adore ça, elle en fait depuis qu'elle est petite. Et quand on était en Équateur ou en Bolivie, ils nous ont mis petit Martin, 6 ans, petit gabarit, sur un grand cheval en altitude, et c'était parti pour une balade qui a duré longtemps, et avec sa tisane de coca à boire, et ça s'est super bien passé en fait. Après, il y en a plein d'autres. Martin qui nous a pris un serpent mort en Australie. Bon, on savait pas trop de quoi il était mort dans les canyons, dans le centre rouge. Le baptême de plongée de Louise. Enfin, on a eu plein de grands moments où ils nous ont étonnés. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans le voyage, finalement. Donc ça, ils nous ont vraiment épatés sur cette partie qui pouvait être physique. Après, ce qui a été vraiment incroyable, et il n'y a que dans le voyage, c'est leur capacité à aller s'ouvrir aux autres et aller vers les autres. Ça, c'est énorme. Les rencontres. Et ça, c'est certainement... ils nous ont vraiment épatés. Là. Et d'ailleurs, ils disent souvent que c'est ce qu'ils retiennent de leur tour du monde, leurs meilleurs souvenirs, ce sont justement ces rencontres-là. Ils ont juste adoré. Il y en a tellement, ils sont tellement surprenants, je pourrais vous raconter ça pendant des heures. Le plus proche cet hiver, 8500 km de moto au Vietnam, Laos, Cambodge, et puis finir au Temple d'Angkor où c'est eux qui conduisent les motos tellement ils ont kiffé et ils nous ont aidé à conduire ces motos. C'était incroyable de finir avec ces images où c'est eux qui pilotent le scooter automatique et que ils ont tout compris du deux roues et d'équilibre. Ça c'était incroyable. Non, je voudrais revenir sur une expérience
pour moi complètement folle et on a eu un peu peur, c'est la traversée de l'Amérique du Sud. On est parti avec Ruben, donc quand même, qui avait 20 mois, on est monté à San Pedro de Atacama, au Chili, 2500 mètres d'altitude. Et là on a loué un 4x4, un pick-up, un L200 Mitsubishi, et on est parti explorer par nous-mêmes avec une autre famille le désert d'Atacama. C'est des plateaux à 2005-3000, donc on a fait l'acclimatation. Et au lieu de partir sur des tours, on a tout exploré par nous-mêmes. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec Ruben, en fait, tous les deux, il avait 20 mois et on dormait à l'arrière du pick-up sous une bâche à 2500 mètres d'altitude. Et ça, c'était complètement ouf. Voilà. Mais on se préparait à un truc encore plus dingue parce que juste après San Pedro, on est passé à la Laguna Verde, on est passé en Bolivie et on a fait tout le sud Lipèze avec Ruben à 20 mois et c'était même 4 ans. Et à des passages à plus de 5000 mètres, donc tout le monde dit que c'est impossible. Et c'est possible si on a fait l'acclimatation. On a passé les déserts, le Salar de Uyuni, etc. avec les enfants vraiment en bas âge. Et pour moi, c'était tellement incroyable. On avait tellement peur de cette aventure parce qu'on ne savait pas, ils ne parlaient pas à l'époque pour nous dire j'ai mal là, j'ai mal aux oreilles, ça va pas. Donc on était en surveillait sans arrêt son comportement. On lui faisait boire du maté de coca et puis c'est passé limite les doigts dans le nez. Enfin, c'était top. Je peux pas le conseiller, c'est pas pour tout le monde, mais nous ça s'est super bien passé cette aventure et aujourd'hui j'en garde un souvenir vraiment énorme avec mes enfants et avec ma famille. Moi je dirais que c'est lors de notre voyage qu'on a fait avec le 4x4, quand on a traversé l'Amérique du Sud, c'est de voir à quel point ils se sont adaptés et ouverts aux autres. C'est ça surtout, à quel point ils sont allés vers les autres, vers les personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Mais c'est vraiment sur une évolution qu'on a vue sur une année. Aussi, on avait notre fils qui avait 5 ans à l'époque, quand on est parti, qui était extrêmement timide, qui n'était pas capable de parler à des adultes. Ne serait-ce que dire le mot bonjour, c'était très dur pour lui. Alors qu'à la fin du voyage, il parlait à tout le monde. Et puis même pas dans sa propre langue, il parlait espagnol avec les gens. Donc voilà, ils sont même capables finalement d'apprendre une nouvelle langue en juste quelques mois de voyage. Donc ouais, il nous épate quand même. Voilà, ça c'est vraiment très impressionnant. Pour ma part, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Après, on a aussi été impressionné sur un moment plus court, lorsqu'on a eu une grosse panne dans la jungle et qu'on était vraiment coupé du monde, on n'avait pas de réseau, on avait le 4x4 qui n'avançait plus et on était dans un endroit en fait dans la jungle et il y avait des inondations. Enfin, c'était vraiment hyper compliqué. Très compliqué pour nous. Et on était extrêmement stressés. En plus, c'était quand même... Ça faisait que quelques mois qu'on était partis, donc c'était quand même encore un peu le début. C'est vraiment le plus gros souci qui nous est arrivé et je pense que c'était vraiment une grosse situation de stress. Et en fait, dans ces moments-là, les enfants, ils sont parfaits. Hyper relax. Ouais, ils étaient parce qu'ils le sentent, ils savent qu'à ce moment-là, il ne faut pas trop nous en demander. Et ils ont leur comportement parfait, ils sont responsables, ils sont même à l'écoute et ils nous apportent un petit peu leur aide. Oui. À leur manière à eux, mais c'est très touchant. Voilà les copains, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive pour vous. Et surtout, on en profite parce qu'en fait, on va vous parler d'un salon maternité bébé. Donc c'est vraiment pour les futurs parents, les jeunes parents, mais jusqu'à 6 ans. Donc il y a quand même de la marge. Pourquoi on vous parle de ce salon qui est complètement virtuel, c'est-à-dire qui se passe uniquement sur Internet, en ligne? Parce qu'on est intervenant lors d'une conférence justement sur le thème du voyage avec des enfants, savoir si c'est un accélérateur ou un frein. Donc ça, on a pris beaucoup de plaisir à participer à ce salon en étant intervenant. Et donc on vous en parle parce qu'on trouve le principe extrêmement bien. Si vous êtes concerné, on vous met le lien en commentaire, dans la description de la vidéo. Et donc comment ça se passe un salon en ligne? En fait c'est un salon qui se tient les 19, 20 et 21 novembre. Il est entièrement gratuit durant ces 3 jours. Vous avez accès à des conférences, à des tables rondes, à des ateliers, toutes ces choses. C'est hyper riche, ouais. Oui, c'est très très riche, beaucoup d'intervenants de qualité, il y a également des exposants et surtout c'est gratuit. Et ce que je trouve sympa, c'est que vous n'avez pas la fatigue d'aller dans un salon, de piétiner toute la journée, le bruit, etc. Et de toute façon, voilà, en ces temps de Covid, c'était impossible d'aller dans ce genre de salon. Donc ça permet quand même de ne pas être privé d'un salon si vous en avez besoin. Et l'avantage, c'est que vous pouvez regarder les conférences, les ateliers et tout ça dans votre canapé. Et il y a une autre chose que je trouve géniale sur le principe en ligne, c'est que donc le salon est gratuit durant les 3 jours. Par contre, ensuite, vous pouvez acheter le coffret du salon.
Admettons par exemple, vous êtes une maman, vous êtes actuellement enceinte, vous envisagez de porter votre enfant avec une écharpe de portage, mais vous êtes enceinte, vous n'avez pas encore acheté votre écharpe. Regardez d'ores et déjà des ateliers pour vous expliquer comment faire un nœud, ça paraît pas très cohérent en fait, vous allez oublier, etc. Et l'avantage en achetant ces coffrets du salon, c'est de pouvoir y revenir aussi longtemps. Voilà, quand on en aura besoin en fait. Voilà, exactement. Le jour où vous voulez apprendre à faire votre nœud, vous pouvez revenir dessus. Enfin, ça c'est un exemple. Voilà, j'ai juste donné un exemple. Il y a plein d'autres sujets, la diversification alimentaire, etc. Donc bon, voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est top. Et en plus... Le concept est super. Ouais, le concept est bien. Et en plus, ça a été organisé, donc il y a... Deux organisatrices. Fabienne Clavier tout d'abord et Chloé Combe que vous connaissez si vous nous suivez sur nos vidéos parce qu'on vous l'a présenté, on a passé notre premier confinement en Colombie avec elle. Voilà, donc voilà comment on se retrouve intervenant sur ce salon. Voilà, donc on vous encourage vraiment vivement d'aller faire un petit tour sur ce salon, c'est gratuit pendant ces 19... On vous encourage si vous êtes concerné, si ça vous intéresse. Les 19, 20, 21 novembre et on vous met le lien pour accéder au salon en description de la vidéo. Et je le répète, c'est un salon totalement gratuit durant les 3 jours. Sur ce, on espère que la vidéo vous a plu les copains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Et puis, petit commentaire. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Ciao les copains. Be free with me.